chers amis, bonjour. Alors, toujours heureuse de vous retrouver dans le cadre de nos rencontres d'ophtalmologie. On en est à la 15e. Alors, aujourd'hui, nous avons donc l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous donc, nos deux sponsors et puis l'équipe du Dr Meki, Dr Ozani et puis Dr Carlos. Ma participation aujourd'hui, c'est pour vous parler de la myopie évolutive dans le monde et des particularités en Algérie. Donc, ayant vu mon nom sur le programme n'étant pas au début, donc je ne voulais pas vous mettre trop de chiffres. Ça va être un survol de ce qui a été fait, de ce qui a été dit au sujet de la myopie depuis que l'être humain a commencé à s'y intéresser. Alors, en introduction, de point de vue étymologique, le mot myopie va venir donc de deux origines, une origine latine, myops, et une origine grecque. Et c'est l'origine grecque qui a été donc retenue pour expliquer le mot myope. Donc le mot se compose donc de deux termes, myo qui veut dire globe, et ops, plutôt myo qui veut dire ferme, et ops qui veut dire œil. Donc à l'époque des Grecs, on avait constaté que les gens, certains d'entre eux, avaient tendance à fermer les yeux légèrement pour pouvoir mieux voir. À partir de là, il y a eu plusieurs constatations. La première étant celle de Aristote, qui a décrit dans son livre Problemata. Donc Aristote a vécu entre moins 384 et moins 322 avant Jésus-Christ. Donc il avait fait un livre qui s'appelait Problemata. Donc dans ce livre, il décrit plein d'anomalies organiques ou fonctionnelles du corps humain. Entre autres, le fait que certaines personnes n'arrivent pas à voir bien de loin au moment où elles voient bien de près. Dans ces descriptions, donc, il va décrire cette fameuse fente sténopéique à partir de laquelle donc, nous avons tendance à utiliser le trou sténopéique pour évaluer la fonction visuelle. Cette fente sténopéique, c'est un mécanisme d'adaptation physiologique de l'œil chez les sujets myopes qui va permettre de ramener l'image sur la rétine et donc de compenser le défaut qui existe sur l'œil myope. Ensuite, selon les historiens, donc je ne sais pas si vous connaissez Néron, qui est un empereur romain qui a vécu entre 37 et 68 après Jésus-Christ. Donc, pendant les combats de gladiateurs, Néron avait l'habitude d'utiliser une émeraude. Donc, c'est une pierre précieuse verte qui était concave. Il mettait la pierre devant ses yeux au moment où il était là à regarder les gens se battre et donc pour voir qui allait gagner. Le problème, il est là, c'est qu'on n'est pas sûr, étant donné qu'il n'y avait pas encore cette notion de dioptrie, de réfraction, que Néron utilisait vraiment l'émeraude pour focaliser l'image sur la rétine. Donc, était-ce vraiment à but optique ou plutôt pour les propriétés diffractives de l'émeraude, donc à but de protection? Néanmoins, ça a été décrit plusieurs fois par plusieurs historiens, ça a été retrouvé sur plusieurs photos, et donc on imagine que déjà à l'époque, on avait tendance à penser qu'il fallait protéger le globe oculaire des rayons UV, et qu'il fallait interposer quelque chose entre l'œil et le point objet afin d'améliorer la qualité de l'image. Vint ensuite Ibn al-Haytham. Donc c'est un savant musulman qui a vécu entre 965 et 1040. Donc il a rédigé énormément de livres et de traités, dont principalement un nommé traité d'optique. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est de voir tout ce qui a été décrit à cette époque déjà. Donc Ibn al-Haytham a déjà parlé de la fusion des images et donc il a déjà expliqué que regarder avec un seul œil ne suffisait pas à avoir une image qui était nette. Il fallait absolument un parallélisme et deux images identiques qui peuvent être fusionnées. Ensuite, il a expliqué que l'image n'était pas construite à l'intérieur de ce qu'ils appelaient les humeurs, mais bien projetée sur la rétine et que donc un globe sans rétine ou bien une rétine qui n'est pas à sa place ne peut pas avoir une image nette. Troisième, donc, on va dire, constatation clinique, c'était le rôle optique de l'œil, mais le rôle physiologique du cerveau. Et donc là, Ibn al-Haytham avait constaté que chez certaines personnes, malgré un œil intact, l'image n'était pas bien construite. Donc ça a montré le rôle du cerveau dans la perception visuelle. Il a parlé d'aberration sphérique et surtout, étant donné que c'est quelqu'un qui a vécu longtemps,
Il est devenu presbyte et il a constaté qu'en utilisant certains miroirs, il pouvait améliorer sa vision de loin. Donc lui, il a commencé plutôt par le verre convexe pour corriger sa presbytie. Et en inversant le verre, il a vu que les gens qui ne voyaient pas de loin avaient une vision qui était améliorée par les verres concaves. Toujours un peu d'histoire. C'est un traité, donc c'est une encyclopédie des sciences, d'art et des métiers qui date de 1751. Je vous ai mis le texte tel qu'il est dans le traité, et donc vous voyez que ce n'est pas exactement la même orthographe des mots que nous utilisons maintenant. Mais ce qui est marquant dans ce traité, c'est que déjà à l'époque, on avait remarqué que les myopes voyaient bien de loin, ne voyaient pas bien de loin, mais voyaient bien de près. On avait constaté aussi que ce n'était pas à cause du nerf optique, ce n'était pas à cause d'un jeu pupillaire, mais à l'époque, on avait évoqué le cristallin et donc un petit peu l'accommodation et la distance qu'il avait avec la rétine, et puis ce qu'on pourrait appeler la myopie d'indice, la convexité ou la concavité de la cornée. Et on avait déjà proposé les verres concaves comme solution. À l'époque aussi, des théories physiopathologiques ont été évoquées. Donc, Burhave, en 1720, avait constaté, donc c'était sur des coupes anatomopathologiques de cadavres, que les yeux myopes, qui ne voyaient pas bien de loin et voyaient bien de près, avaient une longueur excessive de l'œil. Scarpa a pu détecter et examiner les staphylomes, et donc ce que vous voyez ici, ce sont des schémas faits à l'époque, en 1801, de staphylomes et de conus péripapillaire et d'atrophie choriorétinienne propre à l'œil myope. Mais surtout, ce qui m'a marqué, moi, en faisant cette étude, ce travail, c'est que déjà en 1817, Beer avait constaté que du moment que la longueur excessive expliquait l'œil myope, la physiopathologie, eh ben, il fallait raccourcir le globe et il a proposé d'extraire le cristallin. Et donc déjà, en 1817, la chirurgie du cristallin clair était proposée comme solution chez les myopes. Enfin, vous avez Van Graef, donc, qui a émis comme hypothèse que le travail de près exposait les gens donc, à voir évoluer leur myopie, et puis que c'était fréquent chez les riches. Pourquoi les riches? Eh bien, parce qu'à l'époque, les femmes riches, c'était essentiellement des femmes, donc qu'est-ce qu'elles avaient comme activité? La broderie, faire de la musique, lire les livres, peut-être écrire un courrier. Et donc, tout leur travail se limitait à une vision de près restreinte. Et tout leur travail se passait à l'intérieur des maisons. Et donc, elles étaient exposées à des lumières artificielles. Enfin, Donders est à mettre donc, en exergue. Entre 1850 et 1870, il a décrit toutes les lésions rétiniennes dégénératives. Et donc là aussi, il y a un petit dilemme historique, ce qu'on connaît comme dénomination de maculopathie de Fuchs. En réalité, ça devrait s'appeler la maculopathie de Donders. Donders étant le premier à l'avoir décrite, à en avoir fait des schémas. De point de vue épidémiologique, donc comme l'avait dit Dr Meki, on a deux diagnostics par rapport à la myopie, donc deux définitions. Soit de point de vue clinique, donc la myopie simple qui est définie comme une réfraction supérieure à moins 0,5 dioptrie, et la myopie forte au-delà de moins 6, même si certaines écoles anglo-saxonnes prennent le moins 5 dioptries comme limite pour la myopie forte. La définition physiopathologique, donc on a la myopie axiale, donc qui est secondaire à un allongement axial, donc par un modelage scléral, et une myopie d'indice qui est une augmentation de la réfraction d'une des deux lentilles, la cornée ou le cristallin. De point de vue mais toujours épidémiologique, donc le papier que je vous ai mis là, donc c'est une étude qui a fait une méta-analyse incluant 145 études menées dans le monde. Dans cette étude, donc, on a fait le constat qu'en l'an 2000, il y avait 1,5 milliard de myopes dans le monde, dont 163 millions de myopes forts. Qu'ont fait les auteurs dans cette étude? Ils ont pris tous les paramètres qui existaient dans les différentes études et ils ont fait une projection probabilistique avec des statistiques pour voir, à partir de ces chiffres-là, ils avaient des chiffres de l'an 2000, 2005, 2010 et 2015, qu'est-ce qui va se passer en 2050? Et en 2050, ça va tout juste être l'explosion de l'épidémie. On va se retrouver avec 4,5 milliards de myopes dans le monde, dont 1 milliard de myopes forts. La myopie devient donc aujourd'hui un réel problème de santé publique. Ça dépasse le côté esthétique décrit avant par les très gros verres que les gens n'arrivaient pas à supporter. Ça dépasse l'individu. Ce n'est plus juste quelqu'un qui n'arrive pas à avoir une image nette. Nous nous retrouvons face à des gens
souvent jeunes, enfants ou en âge d'activité professionnelle, qui vont se retrouver en situation d'handicap. Donc la myopie va vraiment exposer ces personnes. Quand on dit 1 milliard de myopes forts, c'est 1 milliard de personnes exposées au risque de décollement de rétine. Si on prend le décollement de rétine, il faut savoir que le décollement de rétine, il est de l'ordre de 0,6% dans une population normale. On passe à 2% dans la population de myopie simple et on passe à 1 malade sur 4, voire 2 malades sur 4 dans la population de myopie forte. Toujours la même étude. Donc cette étude ayant regroupé plusieurs études venant de différentes régions du monde. Vous voyez qu'en l'an 2000, par exemple, en Afrique du Nord, la prévalence était de 14%. Au moment où elle était de pratiquement 40% en Asie de l'Est et de 21% en Europe occidentale. Ce qui marque ici, c'est que dans les projections, en l'an 2050, nous allons nous retrouver pratiquement au même chiffre. On démarre avec 14% en 2000 pour arriver à 52% en 2050. Donc les disparités qu'il y avait entre les régions, les disparités qu'il y avait entre les ethnies vont disparaître et la myopie va être répartie de manière quasi égale dans les différentes régions du monde. Devant l'existence donc de myopie familiale, de cas familiaux, surtout de cas chez les jumeaux, l'hypothèse génétique a été avancée, plusieurs gènes ont été retrouvés. Il faut savoir que le risque relatif de développer une myopie, il est de 1,98 quand on a un seul parent myope, et il est de 2,98 lorsque les deux parents sont myopes. Actuellement, il existe 24 lochis impliqués dans la survenue ou dans la genèse de la myopie, sauf que avec des disparités ethniques déjà. Donc même si vous avez le gène, vous n'êtes pas sûr de faire la myopie avec la même progression. Mais surtout, il n'y a pas de corrélation entre le degré de la myopie qui va apparaître et les gènes qu'on retrouve. Pour le même gène, vous avez quelqu'un qui va faire une petite myopie de -1 et quelqu'un qui va faire une myopie de -6 ou de -7. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui sont incriminés dans la genèse et dans l'évolution de la myopie. Essentiellement, à l'heure actuelle, on parle du travail de près, restreindre son activité à 1 mètre ou à 50 cm. Et actuellement, le premier facteur incriminé dans la survenue, mais surtout dans la progression de la myopie, les activités en intérieur et l'exposition prolongée à la lumière LED. L'urbanisation et le niveau d'études, donc pris comme ça, cette phrase, on a l'impression que c'est de la sociologie, sauf que l'urbanisation amène à rester à l'intérieur de chez soi, il n'y a pas d'espace, on joue à l'intérieur. Quand vous dites à un enfant, allez, on va faire une partie de foot, par exemple, ben, il va prendre son téléphone, va se connecter avec son copain, ils vont faire une partie de foot en ligne. Donc là, ça expose vraiment à un problème d'exposition à la lumière LED et à être donc au niveau de près. Le niveau d'études, dans les sciences médicales par exemple, si vous prenez une journée d'un étudiant type, on va dire qu'il fait 3 heures de stage le matin, activité de près, qu'il a 4 heures de cours l'après-midi, activité de près. Les 4 heures de cours, il faut les résumer, les apprendre par cœur, ça lui fait 4 heures à la maison et il va sûrement se connecter au moins 2 heures, ça va lui faire jusqu'à 10 à 12 heures par jour en activité de près. Le sommeil, plus vous vous levez tôt, et plus vous dormez tôt, moins vous ferez de myopie. Donc là, il y a vraiment une relation entre le nombre d'heures de sommeil, l'heure à laquelle on se réveille et l'heure à laquelle on dort. Donc là, vous avez à chaque fois les papiers. En fonction du sexe, donc en parlant de myopie, chez les petits-enfants, il n'y a pas de différence. Garçons et filles vont être atteints à peu près de la même manière, avec la même prévalence. Là où ça va changer, donc c'est au moment où la myopie accélère sa progression, c'est chez l'adulte jeune, donc au moment de l'adolescence et pendant la grossesse. D'où l'idée que les facteurs hormonaux peuvent influencer la croissance du globe et augmenter la croissance de la myopie, enfin la progression. En fonction de l'âge, alors en général, ce qui est admis, c'est que la myopie va s'installer dans la petite enfance. Normalement, en dehors de la myopie maladie, elle va évoluer de 0,5 à 0,25 dioptries par an jusqu'à se stabiliser à la fin de la croissance, donc vers l'âge de 22 à 25 ans. La myopie, elle, forte, va progresser beaucoup plus vite et ne va pas s'arrêter d'évoluer. Tout le problème est là, donc exposons le sujet à plus de complications. La prévalence de la myopie forte, donc elle est de 7% entre 25 et 29 ans, contre 1 à 2% chez les 70-74 ans. Le problème, il est où?
Le problème, il se trouve dans ce type de courbe. Lorsqu'on disait que la prévalence, elle était de 1 à 2%, donc chez les 20-25 ans, et de 7% chez les gens plus âgés, donc c'était en l'an 2000. Aujourd'hui, les gens qui ont 25 ans et qui ont donc déjà 2 ou 3% de myopie, ils vont être les gens de 50 et de 60 ans dans 30 ans. Et donc, on va se retrouver avec des myopes forts et des myopes qui ont eu une forte progression dans 30 ans. Dans 30 ans, l'équilibre ne sera plus donc notable. Ce sera à peu près la même prévalence de la myopie et de la myopie forte, quel que soit l'âge. Alors, y a-t-il des chiffres en Algérie? Non. Une seule étude, Dr Ouzani pourra sûrement nous en parler, récemment publiée. Donc, il s'agit d'un travail qui a été fait en Afrique, c'est ça, voilà, qui a englobé 23 pays avec 330 praticiens. Donc, ce sont des praticiens qui ont reçu des surveys et sur ces surveys, ils devaient donc répondre sur leur impression de progression de la prévalence de la myopie chez les enfants qu'ils recevaient et comment ils les prenaient en charge. Et qu'est-ce qui ressort donc dans cette étude? C'est que dans l'ensemble des pays, l'augmentation de la prévalence de la myopie en milieu infantile a été notée, mais que l'utilisation de la lentille de contact reste souple, hein, reste la première attitude à avoir. Est-ce que c'est la meilleure? Actuellement, avec les, on va dire, les guidelines, non. Ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. Le coût est toujours évoqué en premier quand on demande à ceux qui ont répondu au questionnaire pourquoi vous préférez utiliser la lentille de contact. C'est toujours cette histoire de coût qui revient. Enfin, chez nous, à Annaba, actuellement, je mène une étude en milieu estudiantin avec des étudiants en sciences médicales sur l'incidence et la progression de la myopie. Donc, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de ressources de documentation sur les gens qui sont myopes en fin de cycle, donc on a fait un questionnaire en ligne qui a été envoyé à l'ensemble des étudiants. On va sélectionner ceux qui ont des preuves de leur réfraction quand ils ont eu le bac. Et on va voir à la fin de leurs études qu'est-ce qu'ils ont comme réfraction, éventuellement comme biométrie, etc. Et de voir est-ce qu'il y a eu une évolution, une progression de leur myopie et qui soit corrélée au type d'études qu'ils ont menées. En conclusion, il faudrait passer à un dépistage précoce de la myopie très tôt. Faire un examen à l'âge de 6 ans peut être déjà tard pour certains enfants, donc il faut penser au dépistage. Suivre la progression de la myopie, parce que c'est vrai, on a tendance à voir un enfant, lui mettre à moins 0,5 et moins 1 et de se dire c'est pas grave, c'est une petite myopie. En réalité, la vitesse de progression va dépendre des facteurs environnementaux auxquels cet enfant va être exposé. Est-ce qu'il va faire du sport? Est-ce qu'il va sortir jouer dehors? Est-ce que ça va plutôt être un lecteur et un joueur avec un téléphone, avec un écran? Donc il faut continuer de le voir et mesurer la progression. Il faut changer l'habitude de vie des patients. Lever la tête, sortir, éteindre la lumière à la maison, dormir tôt, dormir dans l'obscurité. Tout cela, ce sont des réflexes qu'on a perdus et qui peuvent aider à freiner la myopie. Mais je dirais aussi, il faut changer l'habitude donc des praticiens. Penser à l'orthocat, utiliser des lentilles souples multifocales, proposer des solutions, ne pas abandonner face à une anisomyopie, ne pas condamner l'enfant et lui dire c'est un œil qui verra de loin et un œil qui verra de près, c'est un œil de secours. Non, lui donner sa chance et proposer plusieurs solutions. Voilà, je finirai avec cette image de notre belle côte. Dr. Carlos asked about Annaba in summer. This is how the sea seems when you come in June and July. This is for you. Thank you.